Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu, il y a des journalistes du Devoir qui doivent s'étouffer en lisant leur journal ce matin parce que dans sa chronique du Devoir, justement, Jean-François Lisée te rend hommage aujourd'hui quand même. Ben, j'en étais flatté, j'ai lu ça, j'en étais honoré, et ça fait référence au travail que je fais en France, ça fait référence à l'émission que j'anime, aux différentes émissions auxquelles je participe, donc j'en étais tout simplement touché. Je sais pas quoi dire d'autre, sinon que je l'en remercie pour cette marque de considération, qui est d'abord une marque d'honnêteté. J'entends par là que souvent, quand on parle de nous dans les médias, c'est pas toujours exact. Hein. Et là, pour une fois qu'on dit quelque chose d'à peu près vrai, que ce soit critique ou non, puisque c'est vrai, ne serait-ce que parce que c'est vrai, je me contente de m'en réjouir. Ensuite, l'appréciation me plaît aussi, évidemment. Ben, ça nous amène justement au sujet dont tu veux discuter, parce que justement, l'équilibre des opinions dans les médias, il y a cette journaliste, donc, après 9 ans de loyaux services à la CBC, qui a claqué la porte en disant c'est un repère de woke, ce n'est plus possible de faire son métier de journaliste de façon sérieuse et rigoureuse. Qu'est-ce que tu en penses? Mais que c'est tout simplement exact et que de temps en temps, des gens quittent une boîte parce que ce n'est plus possible d'y évoluer. Dans les circonstances, de quoi parle-t-on? On parle d'une journaliste qui dit Radio-Canada, dans les faits, confond aujourd'hui l'information avec le militantisme. C'est-à-dire que globalement, on va nous dire les questions de fond, les questions sociales, les questions classiques, les questions économiques, sont toutes éclipsées par les questions qui relèvent du discours de la diversité ou de l'univers woke, des discriminations, comme on voit des discriminations partout aujourd'hui, cela dit. Donc, elle nous dit, l'espèce de politiquement correct hégémonique à Radio-Canada fait en sorte qu'il n'est plus possible de faire un travail honnête d'information dans la boîte. Alors, ça ne veut pas dire, il faut dire aller au Canada anglais, où c'est beaucoup plus radical que chez nous. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bons journalistes à Radio-Canada, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font du travail honnête à Radio-Canada. Ça veut dire qu'il y a une forme d'orientation éditoriale de plus en plus marquée dans la boîte, avec ce problème très particulier. Il s'agit évidemment d'une boîte financée avec l'argent public, qui est censée non seulement faire un travail non militant, mais plus encore, s'il veut s'ouvrir à des courants de pensée, ça doit être dans une perspective pluraliste, une diversité de points de vue. Or, manifestement, ce souci n'est pas toujours présent dans ce qu'on appelait autrefois la Grande Tour. Je fais un parallèle avec il y a quelques mois, donc en fait peut-être un an, il y avait une éditorialiste aussi, responsable des pages d'opinion du New York Times qui avait claqué la porte, et elle se disait de gauche. Oui, elle se disait, oui, exactement, Barry Rice, elle se disait de gauche, elle se reconnaissait pas dans cette gauche-là. C'est la même chose, là. La journaliste de la CBC qui est partie, c'est pas une journaliste de droite, c'est une journaliste, elle dit, moi, je suis de gauche, mais maintenant, aux yeux de mes collègues, je passe quasiment pour quelqu'un d'extrême droite. Ben, tu connais ma thèse là-dessus. On décide jamais si on est de gauche, c'est la gauche qui décide si on est avec elle. Or, sur le coup, puis celui qui aujourd'hui n'embrasse pas l'agenda woke est classé à droite. Or, le drame, c'est que pour certains à droite, on s'en fout, mais pour d'autres qui se veulent de gauche être classés à droite, c'est comme si on les condamnait aux enfers. Et ce que nous dit cette journaliste, finalement, c'est qu'elle, elle s'intéresse à quoi, globalement? Elle s'intéresse aux questions sociales classiques, elle s'intéresse à la situation, appelons ça des populations fragilisées, hein, des classes sociales défavorisées, préoccupation classique de la social-démocratie. Eh bien, se préoccuper d'abord de cette question aujourd'hui suffit pour se faire marquer à droite dans l'espace public, parce que ça veut dire qu'on n'accorde pas un primat aux questions d'identité liées au multiculturalisme, au néo-féminisme, à l'idéologie woke et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas très surprenant, mais c'est néanmoins révélateur. Puis là, c'est comme quelqu'un qui a vu la bête de face, qui était présente dans la boîte et qui en ressort, sinon traumatisé, à tout le moins exaspéré, et qui sent le besoin de dire sa vérité sur sa boîte, ce qui ne veut pas dire, soit dit en passant, que la boîte va changer. On a plutôt l'impression qu'une forme de corps étranger vient de s'en extraire. On verra pour la suite. Écoute, je me fais, là, pour les fins de la discussion, Mathieu, je me fais l'avocat du diable. N'est-ce pas normal que dans une boîte, quand c'est le temps d'embaucher, qui s'assemble se ressemble et que tu as tendance à embaucher des gens qui pensent comme toi? Oui, bien sûr. Mais justement, c'est pour ça. Alors, il y a deux choses. Il y a une différence entre une boîte privée et une boîte publique, premièrement. Le propre d'une boîte publique, c'est d'avoir le souci, je crois, parce que c'est financé par l'argent de tous, de ne pas être au service de quelque idéologie que ce soit. C'est-à-dire que ça ne peut pas être ni le nationalisme, ni le fédéralisme, ni la souveraineté, ni le Canada, ni l'esprit woke, ni le conservatisme. Ça ne veut
pas dire ensuite qu'il n'y a pas des biais. Il y a toujours inévitablement des biais. On est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des automates. Mais ce biais ne doit pas devenir la norme qui commande l'écriture du récit. Moi, j'ajouterais qu'on doit avoir toujours une conscience de ses propres biais minimalement pour être capable d'éviter de se laisser déborder par eux. Quand on est journaliste, ensuite, si on est éditorialiste ou chroniqueur, notre travail est différent. Ça consiste justement à éditorialiser, à expliciter un point de vue. Mais le journalisme devrait normalement chercher, puisqu'il ne peut pas à tout le moins éviter complètement le biais, il doit pluraliser les points de vue pour être capable d'offrir cette espèce de diversité intellectuelle. Or, c'est trop souvent la part manquante, et on le peut le dire avec une certaine tristesse, en fait, parce que les médias publics ont des moyens que d'autres n'ont pas souvent pour faire des émissions consacrées qui répondent pas à la logique du marché, mais qui peuvent néanmoins, qui sont nécessaires, des émissions littéraires, culturelles, et ainsi de suite. Des grands moyens pour avoir des correspondants partout dans le monde, c'est pas un détail non plus. Or, ce que l'on voit finalement, c'est que ce devoir, ces moyens qui devraient s'accompagner d'un sens de devoir particulièrement élevé, mais le sens de devoir se vit comme un devoir militant, se vit comme un devoir presque de prêche, un devoir de prêtre et de curé qui nous explique ce qu'on doit penser et pas penser. Et ce que nous dit cette journaliste en ayant quitté Radio-Canada, c'est tout ça. Elle ne nous dit plus, elle ne nous dit pas, mon idéologie, je ne pouvais pas en faire la promotion. Elle nous dit, je devais adhérer à un discours pour avoir le droit de faire mon travail. Eh bien là, c'est là tout le problème, cette espèce de conviction obligatoire qu'on doit non seulement adopter, mais afficher publiquement pour avoir le droit d'évoluer en société. Et pourtant, là, pour une télé publique, la mission de Radio-Canada est très claire, à montrer les deux côtés d'une médaille, et après ça, laisser les téléspectateurs juger par eux-mêmes. C'est ça, oui, la mission. Bien sûr. Mais tout en sachant que par ailleurs, elle doit aussi faire la promotion de l'unité nationale et ainsi de suite, parce que ça fait partie de la mission Canada, ce qui est un petit problème, ça, tout en passant. Mais il y a quand même cette manie, quelquefois, quand on est à Radio-Canada, Falardeau s'en moquait souvent avec plaisir, quand elle disait, oui, on nous donne la météo de Winnipeg. Ouais, d'accord. On est au Québec, là. Mais le fait est qu'on doit donner l'illusion du grand pays. Mais au-delà de ça, tu as tout à fait raison. Le propre des médias publics, ça devrait être ce souci de diversité de points de vue. Or, ce n'est pas exclusif à Radio-Canada. La BBC, on le sait, autour de la question du Brexit, a eu des problèmes parce qu'on s'est dit, aïe, ils sont tellement militants anti-Brexit que il fallait nuancer le point de vue. Il y avait la question des humoristes présents on appellerait ça des humoristes chez nous, à la BBC, qui étaient à peu près tous orientés de la même manière. Ce débat-là est très fréquent en France aussi, autour de France Inter, autour du service public, de France Culture. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on trouve pas des bonnes émissions sur toutes ces chaînes. C'est-à-dire que ce constat, en fait, d'une orientation idéologique, d'une petite musique toujours la même un peu partout, eh bien ça cause un véritable problème. Réaction, eh bien de plus en plus de gens se détournent justement du service public parce qu'ils ont l'impression que ça devient un peu télépropagande. Tout à fait. D'ailleurs, Sophie Durocher justement écrit là-dessus dans le journal aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Au grand plaisir. Bye bye.